Bonjour et bienvenue. Ce podcast vous propose un recueil de lettres ouvertes, écrites par une personne qui a choisi de rester anonyme. À travers ces lettres, l'auteur partage ses réflexions sur différentes thématiques et sur les groupes qui composent notre société. Vous ne serez peut-être pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, et c'est bien normal. Mais ici, l'objectif n'est pas d'imposer une vérité, mais de susciter la réflexion. Chaque lettre défend un point de vue, parfois tranché, toujours argumenté, avec des exemples, des références et des sources. Alors, ouvrez grand vos oreilles et votre esprit. Bonne écoute. Chers misérables, dont l'état, le sort inspire la pitié, je vous plains. Que vous soyez misérables en esprit, en amour, socialement ou financièrement, je vous en conjure, ne doutez jamais de la vie. La vie est faite de plein d'épreuves, toutes plus difficiles les unes que les autres, et il faut constamment se battre pour lui tenir tête. Mais elle est aussi pleine de surprises. Gardez donc espoir en la vie, étant donné que nul ne peut prédire de quoi sera fait demain. La misère, ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est avant tout un état d'esprit. On peut vivre dans la pauvreté et pourtant être riche de foi, de sagesse, de courage, de tempérance. Ce n'est pas la condition matérielle qui rend misérable, mais la façon dont on pense, dont on ressent, dont on vit ce qu'on traverse. La misère, sous toutes ses formes, est une atteinte à la dignité humaine. Elle devrait être combattue avec la même force que l'esclavage, l'apartheid ou la colonisation. Et si on arrêtait de courir après le bonheur? Car plus on le désire, plus il semble nous échapper. Peut-être que le vrai antidote à la misère, c'est là, maintenant, dans l'instant, dans la pleine présence. Plus on comprend notre mental, moins on lui laisse le pouvoir de nous faire sentir misérables. Bien à vous. Chers visionnaires, vous qui développez une forte intuition sur les choses à venir, au-delà du visible, de l'immédiat, et ce en partant d'une idée, vous imposez le respect. De votre idée est né un projet qui s'est ensuite construit et structuré pour devenir un jour une entreprise florissante. Des hauts et surtout des bas vous avez connus, mais vous ne vous êtes pas arrêté à ça. D'ailleurs, vous avez dû multiplier les échecs, mais cela ne vous a pas fait abandonner. En plus d'avoir cette capacité de voir plus loin, vous faites preuve de confiance, de courage, de persévérance et d'obstination pour atteindre votre but. Vous êtes des tacticiens, des gens qui prévoient tous les cas de figure possibles afin de concevoir le maximum de plans de secours pour diminuer le plus possible les mauvaises surprises et savoir comment réagir si cela se produisait malgré tout. Vous avez toujours un coup d'avance sur les autres. À court terme, les autres ne s'en rendent pas forcément compte, mais à long terme, voyant votre projet se concrétiser, ne peuvent que s'incliner. Et c'est là qu'est toute la différence. En ayant une vision à long terme, vous ne vous laissez pas décourager par les obstacles à court terme, car vous savez où vous allez et avez conscience des difficultés que vous allez traverser. Vous avez une vision claire et limpide de votre objectif, et c'est ce qui vous motive. En d'autres termes, vous visionnaires avez cette vision qui est de se procurer un œuf en ayant la certitude que cela deviendra un aigle, et non une omelette. Bien à vous. Vous, paresseux, qui ne ressentez ni l'envie ni le désir de faire ce qu'il serait en principe nécessaire de faire pour vous ou pour les autres, dans le but de vous tourner les pouces, faites-vous violence. Il n'y a pas de place pour la paresse gratuite dans ce monde. Tout homme est né pour accomplir des tâches dans sa vie. En refusant d'accomplir les vôtres, vous ne faites que retarder le processus de votre développement personnel. Comment pouvez-vous vous contenter d'être dans cet état sans agir? Savez-vous au moins qu'il est possible d'en sortir, bien sûr, à condition de se battre? Avez-vous même la volonté nécessaire de vous-même vous affronter? Si la réponse à cette dernière question est affirmative, sachez que vous devez avant tout définir le nœud du problème. Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là? Pour tenter d'y répondre, prenez du recul et essayez d'évaluer ce qui se passe vraiment. Une fois que vous aurez discerné le problème, concentrez-vous sur lui et essayez d'y apporter différentes solutions. Ensuite, organisez-vous et ordonnez-vous d'objectifs réalisables, qui plus est, vous motivent, que vous tenterez d'atteindre un par un. Pensez toujours que nul vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va. Pour terminer,
attendez patiemment le fruit du travail que vous avez minutieusement effectué. A contrario, même si vous êtes souvent pointé du doigt, sachez que la paresse a du bon, et ce, seulement après un travail acharné. Que l'on soit trop paresseux ou trop laborieux, il est impératif de ne pas oublier qu'il n'y a rien de bon à être dans l'extrême. En espérant que votre éveil soit prometteur. À bon entendeur. Cher influençable, vous qui êtes très vulnérable à l'opinion d'autrui et avez peu de volonté à vous opposer aux choix et décisions des autres, clairement vous êtes faible d'esprit, du moins quand l'influence est négative. Affirmez-vous, pourquoi êtes-vous toujours en train de vous ranger du côté des autres? Est-ce un moyen de ne pas assumer les conséquences de vos opinions si elles devaient librement se propager? Apprenez à les revendiquer. Et prenez conscience que vous n'êtes pas obligé d'être toujours d'accord avec ce qui se dit. Arrêtez d'adopter l'avis des autres pour prouver votre bonne foi. Dites-vous bien qu'exprimer ses choix, même inhabituels, en choquant souvent une majorité bien pensante et en affirmant sa volonté, est ce qu'on appelle avoir de la personnalité. Ne fuyez pas un conflit dont le but est de vous faire entendre. Être influençable peut aussi vous amener à vous approprier des idées et actions contraires à vos principes, chose complètement dépourvue de sens et qui peut vous faire courir à votre perte. D'où la nécessité de bien choisir ses fréquentations, car comme Titouan Lamazou le dit si bien, ce ne sont pas les influences qui comptent, c'est le choix de ces influences qui est important. Vous avez un grand cœur et certaines personnes en profitent. En vous affirmant, ces dernières en connaîtront les limites. Apprenez à penser et à agir pour vous et à ne pas céder à la moindre demande. Bien à vous. Vous, pessimiste, dont l'état d'esprit perçoit négativement la vie, vous niez le progrès de la civilisation et de la nature humaine. Il est vrai de penser que notre monde va mal, tant au niveau des inégalités, des injustices, des guerres, des conditions de vie, des mentalités, et j'en passe, mais il est nécessaire de vivre la positivité de manière consciente, ne serait-ce que pour éviter d'atteindre un certain degré de cynisme et de défiance et de ne pas se laisser contaminer par la pollution ambiante afin de mieux interagir avec les autres. Même si nombreux d'entre vous pensent le contraire, sachez qu'un état d'esprit positif est accessible à tout le monde. Selon la psychanalyste Anne-Marie Filiosa, pour y parvenir, cela demande un apprentissage et une attention à soi. Il faut avoir une bonne capacité au retour à soi. En outre, pour se sentir bien, il faut quitter les ruminations mentales propres au pessimisme et libérer son corps des crispations qui en découlent. Apprenez donc à apprécier les bonnes choses que la vie vous offre, malgré le fait que vous appréhendez l'avenir. Soyez des optimistes réalistes, c'est-à-dire ceux qui combinent les perspectives positives d'un optimiste et le réalisme froid d'un pessimiste. Ainsi, vous serez des personnes heureuses et les plus en réussite. Enfin, ce sont sur les mots de Cheikh Khaled Bentounès que j'aimerais que vous méditiez. La vie, c'est l'espérance. Et semer cette espérance aujourd'hui à travers ses actes, c'est s'en assurer d'en récolter les fruits demain. Fin de citation. Rien ne sert donc de voir la vie en noir si vous n'agissez guère. À bon entendeur. Vous, dictateur, qui êtes à la tête d'un État, souvent par coup d'État ou en situation de crise, et détenez tous les pouvoirs, les exerçant sans contrôle et de façon autoritaire. Sachez que rien ne reste impuni ici-bas. Étant donné que le pouvoir est ni partagé ni contrôlé et que les libertés individuelles ne sont garanties, la dictature s'oppose à la démocratie. En conséquence, elle doit s'imposer et se maintenir par la force, en s'appuyant sur l'armée, une milice, un parti, une caste ou un groupe religieux ou social. Que vous soyez un individu, une junte militaire ou un parti politique, jamais vous ne défendez les réels intérêts de votre peuple, faisant passer les vôtres avant tout. Mais comme on dit, à chacun de ces actes, sa conséquence. Nombre d'entre vous en ont payé le prix fort, et ce, tout continent confondu. Que l'on s'appelle Nicolae Ceausescu, Pol Pot, Jorge Rafael Videla ou encore Charles Taylor, tous ont connu une fin tragique. Cependant, il est juste de reconnaître que certains d'entre vous sont injustement désignés comme dictateurs.
En effet, sous prétexte que vous avez décidé pour votre pays de ne plus suivre une norme exogène pour le bien du peuple, certains des dirigeants des pays dits avancés vous qualifient désormais de dictateurs et montent la population à se retourner contre vous ou arment physiquement les rebelles afin qu'ils vous renversent du pouvoir. Honte à eux. Dans le fond, ce sont eux les vrais dictateurs. Ce sont sur ces derniers mots, sans humour, tirés de Le Dictateur de Charlie Chaplin, que j'aimerais que vous méditiez. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume, de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. À bon entendeur. Chers perfectionnistes, qui êtes animés, obsédés par un souci exagéré de la perfection en toute chose et apporter un soin extrême, excessif dans la finition de votre travail, votre cas m'intrigue. Le perfectionnisme, voilà un trait de caractère qu'on admire autant qu'on redoute. Chez certains, il agit comme un bon serviteur. Ce sont les perfectionnistes sains qui trouvent du plaisir dans l'effort, dans la rigueur, dans le fait d'aller toujours un peu plus loin, un peu mieux. Mais chez d'autres, il devient un maître impitoyable. Le perfectionniste dit « névrosé » ne ressent jamais de satisfaction. Quoi qu'il fasse, ce n'est jamais assez bien, jamais digne de reconnaissance, même la sienne. Et à force de viser une perfection inaccessible, on s'impose un stress constant. On perd le plaisir, on devient dur, trop dur avec soi-même. On procrastine par peur de mal faire, on doute de ses propres capacités, on s'épuise à vouloir trop bien faire. Et parfois, on finit par ne plus rien faire du tout. Pire encore, ce perfectionnisme excessif peut provoquer des troubles obsessionnels, de l'angoisse et même affecter nos relations. Pourtant, bien canalisé, le perfectionnisme peut devenir une force. Il peut nous aider à viser l'excellence, à mieux nous organiser, à rester motivés. Mais la recherche incessante de l'excellence comporte des risques. La clé, c'est de ne plus en être l'esclave. C'est de faire la paix avec l'idée que bien vaut souvent mieux que parfait, et que le progrès vaut toujours plus que l'immobilisme. Bien à vous. Vous, soldats, n'ayant pas de grade spécifique, vous avez choisi de servir dans une armée et de respecter ses valeurs. Équipé, instruit et formé par un État, votre fidélité envers lui n'en est que plus noble. L'esprit militaire, c'est tout d'abord l'honneur, le respect, le courage et l'amour de la patrie. Être militaire, c'est protéger, servir ou défendre sa nation, jusqu'au sacrifice ultime, mourir pour elle. Vous avez le caractère et le sens du devoir. Vous êtes prêt à donner votre vie pour défendre les couleurs de votre drapeau. Vous aimez la discipline et l'ordre et aimez porter l'uniforme avec fierté et dévouement. Vous avez le cœur sur la main, êtes toujours là pour aider les gens et donner de votre temps pour servir les bonnes causes. En outre, vous êtes respectable dans tous les sens du terme. Mais comme tout n'est pas rose dans la vie, on vous reproche souvent de vous laisser enrôler facilement dans l'armée, que vous ne réfléchissez pas assez avec votre tête, préférant uniquement exécuter les ordres. Il faudrait que vous appreniez à voir tout l'iceberg et pas que sa partie émergée. Pour beaucoup, vous vous faites manipuler avec intensité pour des causes que vous croyez justes, mais qui au fond ne le sont pas, bien au contraire. Vos responsables n'en ont que faire de ce que vous pouvez penser. Ils ne vous demandent qu'à exécuter les ordres. Un point, c'est tout. Après tout, vous avez déjà signé et ne pouvez plus faire machine arrière. Tentez, vous verrez, ils vous réprimanderont. C'est bien beau de vouloir protéger sa patrie, mais cessez d'être des moutons et de ne servir que de chair à canon, à bon entendeur. Chers médecins, dont la vocation est de soigner les maladies, pathologies et blessures d'êtres vivants, nous vous admirons énormément car votre cause est juste et respectable. Habilité à exercer la médecine après que vous ayez été admis à différents examens sanctionnant plusieurs années d'études médicales, universitaires ou hospitalières, et après que vous ayez soutenu une thèse de doctorat et prêté le serment d'Hippocrate, vous voilà désormais lié à des obligations légales, morales et éthiques. Dans un monde de plus en plus inégalitaire, difficile est de vous tenir à ces obligations, même en travaillant avec une équipe composée de plusieurs professionnels de santé, tant il vous est parfois nécessaire d'agir au-deçà de vos moyens et ressources. Mais n'oubliez pas que, même en étant médecin,
vous ne pouvez pas soigner tous les individus et éradiquer toute la misère du monde. Si la médecine rend parfois la santé, parfois elle ôte aussi la vie. C'est triste, mais c'est comme ça, et vous l'avez sûrement appris à vos dépens. Oui, il faut essayer de faire bouger les choses. Mais parfois, il faut aussi admettre que certains problèmes viennent de plus haut. Là, c'est une autre affaire. Pourtant, chaque petit geste compte, même à votre échelle. Le changement commence souvent par une prise de conscience, et c'est déjà beaucoup. Quoi qu'il en soit, et ce quoi qu'il arrive, rappelez-vous toujours du pourquoi vous avez choisi cette profession. Parce que vous avez choisi d'agir à votre manière, pour sauver l'humanité, et rien n'est plus noble pour une personne que de se battre pour ses idéaux. Continuez donc en ce sens. Le médecin guérit des maladies, mais non pas de la mort. Il est comme le toit qui garantit de la pluie, mais non pas du tonnerre. À bon entendeur, bien à vous. Vous, macho, qui avez tendance à mettre en avant de manière exacerbée et exclusive la virilité des hommes et de croire que les femmes leur seraient inférieures dans tous les domaines, ou du moins dans les domaines prestigieux, les faisant ainsi passer en second plan, comprenez que je ne suis pas du tout en accord avec cette mentalité. En adoptant un comportement conforme à cette idéologie, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous manquez de respect aux femmes, dégradant ainsi leur image. Vous vous prenez pour des hommes en toute puissance. Mais moi je vous affirme que vous ne l'êtes pas, car quand on sait qui on est, par exemple un homme, on n'a plus rien à prouver. Or vous, constamment, cherchez à montrer votre supériorité. On dirait que vous avez comme un manque de confiance en vous. Et puis, on le sait tous, beaucoup d'entre vous veulent se la jouer macho alors qu'ils ne le sont pas. Ils le font pour essayer d'impressionner les filles qu'ils convoitent en espérant ainsi mettre toutes les chances de leur côté, car force est de reconnaître que beaucoup de femmes, malheureusement, approuvent cette attitude. Elles se disent d'un homme qui a cette attitude, être un vrai homme. Le machisme est présent, c'est un fléau. Il est ancré dans la mentalité de beaucoup d'hommes et de certaines femmes. Ainsi, il retarde les femmes à accéder à une plus grande place dans la société et empêche cette dernière d'évoluer. S'il est vrai qu'il y a une part de masculinité en chaque homme qui ne demande qu'à s'exprimer, et ce, quelle que soit sa personnalité, rien ne sert, messieurs, de pousser le bouchon un peu trop loin, cordialement. Cher naïf, dans un monde de plus en plus individuel où les gens vénèrent le « chacun pour soi et Dieu pour tous », votre présence n'est plus tolérable et il serait temps de vous réveiller. En effet, votre crédulité, qui résulte bien souvent de l'inexpérience, de trop de confiance et frisant parfois même le ridicule, laisse paraître que vous vivez dans le monde des bisounours. Mais ne pensez-vous pas qu'il serait peut-être temps que vous en sortiez? La naïveté est une position subjective que vous choisissez inconsciemment et qui peut être assimilée à une forme de refoulement. Vous ne voulez rien savoir de la dure réalité des événements, préférant votre réalité. Ainsi, vous adoptez une posture défensive permettant de vous protéger contre le monde en général, sa dureté et son horreur. Mais heureusement qu'elle n'a rien de mal en soi à un certain degré. On peut se permettre d'être naïf à la condition de se rendre compte des failles, de mettre notre esprit critique en éveil dans le but d'analyser la situation, d'en reconnaître les mauvais aspects et de quand même composer avec. Une sorte de naïveté éclairée. L'idéal serait de chercher à comprendre comme un enfant et d'examiner les réponses que le monde et les autres nous proposent avec un sens critique de l'adulte, car, mine de rien, comme l'a exprimé Gustave Parking, la naïveté est une façon de vivre intelligemment le présent. Prenez donc garde, bien à vous. Vous, prétentieux, qui avez une trop grande estime de vous-même et croyez que le monde est à vos pieds, quel plaisir éprouvez-vous à vous exprimer avec ce trop plein d'arrogance? Pourquoi ressentez-vous ce besoin d'estimer par vanité, avoir une certaine supériorité et chercher à vous mettre en valeur pour des qualités que vous n'avez peut-être pas? Si l'amour et l'estime de soi sont importants pour un grand équilibre mental, à trop forte dose, cela devient de la prétention qui, mine de rien, est un signe de manque de confiance en soi. Lorsqu'on vous entend parler lors d'un échange, vous ne laissez jamais la possibilité aux autres de se faire entendre à leur tour. Non, il faut que tout tourne toujours autour de vous. Bien entendu, tout le monde peut être prétentieux, et ce à demi-dose. Cela ne fait pas de mal. Or, le souci avec vous est que ça survient tout le temps. Votre justification à notre agacement est de nous traiter de jaloux
sous prétexte qu'on ne supporte plus le fait que vous n'arrêtiez jamais de mettre en avant votre qualité. Non, ce n'est pas de la jalousie, c'est juste qu'il faut comprendre qu'il y a des gens qui aimeraient bien se passer de vos histoires et pour cause ont décidé de vous ignorer. C'est un droit qu'ils ont et vous devez le respecter. À ceux qui refusent de changer, si vous persistez à vous mettre constamment en avant, comme vous l'avez toujours fait, alors comprenez bien ceci. Nous sommes tout à fait capables de détourner notre regard. L'attention, comme le respect, ça se mérite. Et à force de trop en demander, vous finissez par ne plus en recevoir du tout. Rappelez-vous cette vérité essentielle formulée par Emmanuel Kant. Tout homme a une prétention légitime au respect de son prochain, et réciproquement, il est tenu au même respect envers chacun des autres. Autrement dit, si vous exigez qu'on vous écoute, commencez par écouter. Si vous voulez qu'on vous respecte, commencez par respecter. Car le vrai rayonnement ne vient jamais de celui qui s'impose, mais de celui qui s'élève par la justesse de ses actes, à bon entendeur. Vous, avare, dont l'amour pour l'argent en devient maladif au point que vous restreignez à l'excès vos dépenses, vous nous inquiétez. Certes, pour tous les êtres humains, la fortune est symboliquement associée à la puissance, mais il n'excuse guère le fait d'être avare. À chaque grandeur sa mesure, et vous, avare, développez de plus en plus l'avarice avec l'âge, comme la dépendance d'un addict qui s'aggrave avec le temps. En effet, l'argent devient le produit dont vous ne pouvez plus vous passer. Même s'il est difficile pour beaucoup d'entre vous de l'admettre, prenez conscience de votre dépendance et reconnaissez que vous n'avez plus le contrôle sur votre rapport à l'argent. À partir de là, acceptez de vous faire aider et surtout, aidez-vous vous-même. Par exemple, en vous obligeant à faire des petits cadeaux, à reconsidérer vos valeurs, à élargir votre horizon. L'argent évoque quelque chose de différent pour chacun d'entre nous, c'est un fait. Autant il peut être synonyme de plaisir, de liberté ou de puissance, autant il peut être relié au manque, à l'insécurité, à nos problèmes ou aux traumatismes vécus dans nos vies. Donc, avare, efforcez-vous de lever les interdits liés au plaisir et instaurez une confiance en vous dans le fait que la vie est abondante. Apprenez à faire des dépenses qui peuvent de vous paraître inutiles, mais ne le sont pas du tout. Enfin, le plus important, sachez que vous n'emporterez pas votre argent dans la tombe. L'avare ne possède pas son or, c'est son or qui le possède, disait Bion de Boristen. Accordez-vous la chance de profiter pleinement de la vie, à bon entendeur. Chers nostalgiques, amoureux des temps passés ou des lieux lointains, vous ne pouvez cesser de vous remémorer les joyeux souvenirs qu'ils vous apportent, au point d'en désirer un retour. Le temps défile, malheureusement, à votre plus grand regret, et vous ne vous en rendez pas forcément compte. Vous étiez à l'aise, tranquille, bien dans le style de vie que vous meniez, en phase avec les valeurs de votre époque, avec les codes de votre génération. Et puis, un jour, sans prévenir, le temps vous rattrape. Vous réalisez que les choses ont changé, que la société a évolué, et que vous avez vieilli. Ce constat, parfois brutal, peut être frustrant, parce qu'il vous oblige à admettre que ce monde, tel qu'il est aujourd'hui, n'est plus tout à fait le vôtre. Mais est-ce vraiment une fin, ou juste un nouveau point de départ? Le temps passe, oui, mais ce qu'on choisit d'en faire, ça, c'est encore entre nos mains. La nostalgie reste la souffrance d'un retour impossible, souvent parce que le bonheur promis par le retour ne se produit. Alors, vous nostalgiques, au lieu d'aller de l'avant, vous restez figé à votre état d'attente. Du coup, ce que vous ne savez, peut-être pas, est que dès cet instant, vous cessez de savourer le présent. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de personnes âgées ont tendance à être nostalgiques. À force d'avoir trop longtemps vécu une certaine vie qui a forgé leur mentalité, il devient difficile pour elles de s'en défaire et donc de vivre le changement. Le temps passe à une vitesse incroyable, d'où la nécessité de profiter au maximum de chaque instant de sa vie et de réaliser les projets qui nous tiennent à cœur, de continuer d'aimer et de chérir nos proches et de jouir pleinement du temps qu'il nous reste à passer avec eux. Le but étant de rentabiliser notre existence pour n'avoir aucun regret. Mimi Mati disait «
Le fou qui se met en tête d'atteindre la Lune se prive du bonheur d'escalader la montagne. Comprendra qui pourra. Bien à vous. Cher cancre, vous qui rencontrez d'énormes lacunes dans vos études, dues à votre paresse, manque de motivation ou à des difficultés à s'adapter, à rentrer dans le moule, sachez que vous êtes loin d'être bête. Bien au contraire, en effet, vous avez des capacités intellectuelles réelles, mais pour des raisons souvent ignorées, vous n'arrivez pas à les exploiter à fond, vous ne parvenez pas à vous adapter au système éducatif et à ses exigences. Vous êtes peut-être mauvais à l'école, mais rien ne vous affirme que vous l'êtes ou que vous le serez dans la vie réelle. Beaucoup de gens avaient des difficultés scolaires dans leur jeunesse, mais ont fini par avoir une carrière brillante, ou du moins respectable. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'avancer à votre rythme. À cela, l'école ne peut pas faire grand-chose d'utile. Alors, ne désespérez pas. Si vous êtes toujours dans le cursus scolaire, essayez d'avoir une toute autre approche de l'école. Travaillez sur vous, repérez vos failles, cherchez ensuite à les enduire de plâtre. Non pas en copiant les méthodes d'apprentissage de vos collègues, car elles ne fonctionneront pas sur vous, mais plutôt en trouvant une nouvelle façon d'assimiler les connaissances et de les retransmettre correctement. Ayez une source de motivation qui vous permettra cela. Quoi qu'il en soit, ne vous satisfaisiez jamais de tenir ce rôle. Daniel Pénac disait, et je cite, « Le chagrin d'être cancre relève du chagrin d'amour. Le cancre a le sentiment d'être profondément inutile, donc indigne d'amour. » Fin de citation. Permettez-vous donc de vous aimer. Bien à vous. Vous, féministes, qui partagez un but commun qui est de définir, établir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes, tout d'abord, sachez que bien que je comprends votre lutte, je ne l'approuve pas. Certes, c'est à juste titre que les inégalités hommes-femmes, surtout en défaveur des femmes, peuvent déranger certaines personnes. Il paraît donc normal pour celles-ci de le revendiquer. Le problème majeur est que beaucoup de féministes veulent ou ont voulu faire de la femme, au sens stricto sensu du terme, l'égal de l'homme. Cela ne peut être possible tant nos différences sont nombreuses, ne serait-ce que physiques. L'égalité ne signifie pas interchangeabilité, et donc rien ne sert de vouloir imiter les hommes. Autant on peut souhaiter que les femmes travaillent davantage que les hommes, autant il ne faut pas que celles-ci, si elles ont des enfants, oublient de concilier carrière et foyer. Or ce choix, beaucoup de femmes ont du mal à l'assumer, et si elles se consacrent pleinement à leur vie de famille, vous, féministes, les méprisez alors que, si elles décident de se consacrer pleinement à leur carrière, vous les soutenez moralement. Mais au prix de combien de sacrifices ? Tout cela reste complètement paradoxal. Dans un monde dirigé par la société de consommation, la femme au foyer consomme peu pour son propre plaisir, préférant privilégier le plaisir de ses enfants et de son homme. Une femme sans enfants qui travaille beaucoup, c'est une femme qui gagne beaucoup d'argent. Elle peut donc se permettre de dépenser tous ses sous dans ce que la société patriarcale veut la voir acheter. Des robes, des bijoux, des sacs et chaussures, des cosmétiques et autres. Nous en revenons toujours au même fait. D'une manière ou d'une autre, vous nourrissez le système que vous combattez. Et si le réel féminisme était de laisser la possibilité aux femmes le choix de faire leur propre choix et non de leur imposer une doctrine à suivre ? Pour conclure, le féminisme reste une de ces arnaques pour laquelle tout le monde veut sa part du mérite et de reconnaissance. Une guerre de sexe plein de contradictions et une de ces doctrines en isme qui n'est là que pour endormir un peu plus les masses. À bon entendeur. Vous, manipulateurs, qui avez de l'emprise sur une personne ou un groupe d'individus dans le but de contrôler leurs actions ou leurs émotions, ce que vous faites est mal. La manipulation est une manœuvre trompeuse dont les conséquences peuvent être graves. Que ce soit dans le domaine politique, religieux, professionnel ou familial, vous essayez d'obtenir de votre victime qu'elle se comporte d'elle-même comme vous l'avez prévu, sans qu'elle se rende compte de vos manigances. Pour atteindre nos objectifs, nous avons tous expérimenté différentes stratégies et certaines manières de procéder qui peuvent frôler la manipulation. Cela peut encore passer dès lors qu'atteindre notre but ne se fait pas au détriment des autres. Or ici, on parle des maîtres de la manipulation, des pervers narcissiques, ceux qui n'hésitent pas à mettre les gens dans l'embarras pour parvenir à leurs fins. Culpabilisation, déstabilisation et subjugation sont vos fins mots. Heureusement qu'il est possible de déjouer vos tours, tels que faire des examens de conscience afin de se mettre au clair avec soi-même,
faire de la contre-manipulation ou simplement vous confronter pour ainsi réfuter votre influence. Face à une résistance tenace, même le pire tyran finit par céder. Il aura beau adapter son comportement en fonction de sa victime, mais ce sera en vain. Vous, manipulateurs, n'êtes pas que des personnes physiques. En font aussi partie certaines entités, organisations et surtout les médias. Comme le soutient Malcolm X, si vous n'êtes pas vigilant, les médias arriveront à vous faire détester les gens opprimés et aimer ceux qui les oppriment. À bon entendeur. Chers croyants, vous qui possédez cette certitude plus ou moins grande, par laquelle votre esprit admet la vérité d'une thèse ou d'une hypothèse, indépendamment des faits qui les confirment ou les infirment, sachez que je respecte vos croyances. La foi reste avant tout une affaire personnelle. Une croyance est un état mental dans lequel on considère qu'une certaine proposition est vraie, tandis que le savoir repose sur du concret. C'est une garantie de vérité, certes plus ou moins recevable, mais tout de même présente. De ce fait, la croyance ne repose sur aucune garantie. Croire est totalement subjectif. On peut croire en tout, si tant est que nous sommes en mesure d'y croire. C'est là qu'est toute la complexité de la croyance. C'est avant tout une opinion qu'on se fait sur le monde qui nous entoure et celui de l'au-delà. Le problème, chers croyants, porte sur le fait que beaucoup d'entre vous croient en des choses sur lesquelles ils n'ont pas réellement réfléchi et ne se sont pas posé les bonnes questions. Beaucoup d'entre vous croient en ces choses uniquement sous l'effet de mimétisme, du genre « aujourd'hui c'est tendance de croire en ça, donc je le fais aussi ». Franchement, c'est désolant comme attitude. Ce qui importe est de laisser notre libre arbitre agir et de ne pas se laisser engrener par des croyances qui peuvent parfois n'être que des bêtises sur bêtises. Pour savoir vivre en communauté, il est nécessaire d'accepter les différences de pensée de l'autre, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Là est toute la difficulté. Cette difficulté qui a trop souvent provoqué des conflits et des guerres qui marqueront à jamais l'histoire. Certaines croyances sont condamnables, d'autres dangereuses, voire nocives, ou procurent un faux sentiment de confiance. C'est pourquoi l'esprit critique doit demeurer sans cesse en éveil, sans pour autant prendre une forme exacerbée du scepticisme absolu. Bien à vous. Chers prisonniers, vous qui êtes retenus dans une prison ou en résidence surveillée et par conséquent privés de liberté pour des faits que vous avez commis et qui sont punis par la loi, vous avez notre soutien. Que vous soyez des prisonniers civils, des prisonniers de guerre, des prisonniers d'opinion ou des prisonniers politiques, cela ne doit pas être chose facile que d'être incarcéré pour une certaine période, voire la perpétuité. Même s'il est vrai que vous avez plus ou moins mérité votre sort, il n'empêche que cet état de captivité reste déplorable pour la condition humaine. Néanmoins, il fallait y penser plus tôt avant de passer à l'acte, maintenant vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. La liberté, ce concept qui désigne la possibilité d'action ou de mouvement, devrait être destiné à tous. L'homme libre est celui qui n'appartient pas à autrui, qui n'a pas le statut d'esclave. Mais elle a aussi ses limites. En effet, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Or vous, détenus, aviez empêché celle des autres à s'exprimer. Conséquence, vous voilà maintenant punis pour vos méfaits, privés de liberté. Pour ceux qui ont été injustement incarcérés dû à une mauvaise décision de justice, armez-vous de patience et mettez en œuvre tous les moyens légaux pour proclamer votre innocence et obtenir gain de cause. Dans le cas contraire, ayez la responsabilité de purger votre peine. Cultivez-vous davantage et occupez-vous intelligemment. Force et courage, bien à vous. Vous, policiers, qui avez pour fonction de faire respecter la loi, de maintenir l'ordre et d'assurer la sécurité publique, arrêtez vos contrôles au faciès. On ne sait pas ce qu'on vous a appris à l'école de police ou dans votre milieu professionnel, mais vos devoirs sont pour l'intérêt de toute la population et non une partie d'elle. Votre attitude flirte limite avec le racisme, voire la xénophobie. Clairement, vous représentez plus un danger dans certains endroits qu'une sécurité. Selon une étude menée par le CNRS à Paris, les Noirs ont en moyenne 6 fois plus de risques que les Blancs d'être contrôlés. Pour les Maghrébins, le ratio était quasiment de 8. Comment expliquez-vous cela ? Il serait temps que vous arrêtiez de juger les gens en fonction de leurs apparences et surtout par rapport à leur couleur de peau. Car comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Partout, c'est le même schéma. Les minorités sont ciblées. Chaque année, ce sont des centaines de personnes abattues par la police. Aux États-Unis, en 2024, plus de 400 personnes se sont faites abattre par la police. Toutes les affaires ne sont pas justifiées. Et ce n'est pas une simple bavure.
c'est un système. En fait, parce que vous êtes policier, on a l'impression que vous vous croyez intouchable, jouissant de votre toute-puissance. On a le sentiment que vous aurez beau faire autant de bavures que vous souhaitez, vous ne serez jamais condamné avec justice. Voilà ce qui est injuste, à bon entendeur. Chers jeunes, vous qui êtes dans cette phase de transition qui est de l'enfance à l'âge adulte, vous avez cette chance d'être dans l'état optimal des facultés physiques et intellectuelles dans une vie. Alors profitez-en, au risque d'en assumer les conséquences à venir. La jeunesse, c'est l'insouciance, le fait de ne pas avoir de responsabilité ou très peu, ce temps où on peut faire ce que l'on veut sans vraiment se soucier des conséquences, d'où de nombreux excès et où l'on aspire à une plus grande indépendance. C'est aussi le temps des projets, de nos idéaux et des buts à atteindre. D'où l'expression « emploi », bien le temps de ta jeunesse, c'est sur quoi repose ton bonheur futur. Cela signifie que le bonheur futur se bâtit dès la jeunesse, car c'est à cette période qu'on détermine par nos actions ce qu'on sera plus tard. Mis à part ça, les jeunes, vous êtes une génération importante dans toute société, car c'est vous qui décidez du sort de son avenir. De plus, avec Internet et l'apparition des nouvelles technologies, vous n'hésitez plus à porter votre voix. C'est grâce à qui que le printemps arabe a vu le jour. C'est grâce à vous. C'est grâce à qui que chaque nation peut avoir une armée pour se défendre face à l'ennemi. C'est grâce à vous. C'est grâce à qui que dans une société, les mentalités peuvent changer. Encore une fois, c'est grâce à vous. Tous ces éléments doivent inciter les gens à vous devoir plus de respect et à vous considérer. Surtout quand on sait que même dans les pays les plus avancés, le taux de chômage des jeunes, dans certains endroits, atteint des niveaux records. C'est injuste. Il devrait y avoir plus de possibilités d'emploi qui vous sont adressées. En tout cas, ne déméritez pas et sachez que la vie est un combat dont nous devons sortir vainqueurs. Pour cela, il suffit de le vouloir. Bien à vous. Vous, rappeurs, dont l'histoire personnelle varie selon chacun, vous êtes des porte-voix non négligeables pour ceux qui vous écoutent et suivent votre parcours. Par conséquent, efforcez-vous de faire passer des messages positifs, peu importe ce que vous avez vécu, et non le contraire, comme la plupart d'entre vous savent bien le faire. Que ce soit dans le rap français, le rap américain ou le rap de toute autre nationalité, vous êtes les porte-parole d'une génération, et en ce sens, vous vous devez à véhiculer des avis qui donnent à réfléchir et à s'interroger sur le monde qui nous entoure, et non à véhiculer une image nombriliste de votre propre personne, et pour certains, une image complètement fausse d'eux-mêmes. Le rap est un genre musical et une forme d'expression vocale appartenant au mouvement culturel hip-hop, apparu au milieu des années 1970 dans les ghettos aux États-Unis. Au fur et à mesure des années, ce mouvement s'est propagé dans le reste du monde, entraînant avec lui de nombreux adeptes. Beaucoup de références du rap, telles que Public Enemy, Run DMC, NWA, Wu-Tang Clan, Tupac et The Notorious B.I.G. aux États-Unis, ou encore NTM, IAM, MC Solar, Kerry James, Booba et Rof en France, ont fait de ce genre musical un genre incontournable. Il est même réparti en sous-genres, pouvant aller du gangsta rap au rap conscient, du rap commercial au rap contestataire pour ne citer que. Le rap est un bon genre musical qui permet à chacun de s'exprimer comme il l'entend. Mais comme le principal intérêt de ce genre, tout comme pour les autres, est d'avoir un public, il est de son attention de diffuser des messages positifs, pour le bien de tous, cordialement. Chers désabusés de la vie, qui avez perdu vos illusions en toutes choses, êtes déçus et dégoûtés des événements que vous traversez, ne désespérez pas. La vie c'est comme ça, il y a des hauts et des bas. Que vous ayez en vain placé tous vos espoirs dans un domaine donné ou que vous vous soyez battu durement, sans gain de cause, dans l'espoir que votre combat portera un jour ses fruits, ne baissez pas les bras. Il est tout à fait compréhensible que vous puissiez douter de la vie et de vos capacités. Le fait de vous relever après être tombé une fois ne vous gêne pas. 2, 3 fois, pourquoi pas. Mais au bout d'un certain nombre de fois, on comprend vite que ça peut durement donner un coup au moral. À ce stade, vous n'avez pas d'autre choix que de relativiser. Plus que tout, faites une pause et profitez de ce moment pour vous détendre, pour vous faire du bien. Parfois, il faut savoir se perdre pour mieux se retrouver. En ce moment, tout est flou dans votre tête et vous ne voyez pas les choses de façon optimiste. Prenez donc le temps d'avancer à votre rythme et en faisant attention à ne pas brûler les étapes. Si tout vous tombe dessus, ce n'est pas le mauvais sort qui s'acharne sur vous, c'est juste qu'un malheur n'arrive jamais seul. Ne prenez donc pas ça personnellement. Vous savez, le succès n'est jamais précoce, ce qui veut dire que tout vient à point à qui sait attendre. Toute expérience de vie
est une opportunité de croissance. C'est comme ça que vous devez voir la vie. De ce fait, arrêtez de vous apitoyer sur ce qui vous arrive. Vous êtes encore tombé, vous ressentez encore la même douleur et bien entendu, vous allez encore devoir vous relever. Ainsi sont les enseignements de la vie. Bien à vous. Vous, délateur, dont la pensée ne va pas plus loin que l'intérêt personnel, comment osez-vous dénoncer délibérément les gens, uniquement pour des motifs intéressés? Vous êtes méprisable. Que l'information soit exacte ou fausse, dénoncer quelqu'un pour en tirer profit, c'est tout comme piétiner les gens pour avancer. Bon nombre d'entre vous se contrefichent des conséquences auxquelles les accusés à tort peuvent subir, du moins au moment de la délation. Pourtant, les conséquences sont nombreuses et à bien des niveaux. Dans le cadre du travail, il y a le risque de se prendre des avertissements, voire de se faire licencier. Même si dans certains cas, votre histoire est vraie, les risques de diffamation et préjudices moraux sont quant à eux bien réels. Il y a chez vous une étrange spécialité, celle du double discours. Vous accusez les gens dans l'ombre, vous les critiquez à voix basse, mais avant ça, vous avez pris soin de gagner leur confiance. Pourquoi ? Pour mieux récolter des confidences, des histoires croustillantes que vous vous empressez ensuite de révéler, mais jamais gratuitement. Non, il faut que ça vous serve, que ça vous rapporte quelque chose. Et le pire dans tout ça, c'est que vous n'assumez rien, pas même vos propres coups bas, aucune honnêteté, aucune responsabilité, juste du calcul et une bonne dose de lâcheté. Alors posez-vous une question simple. Que vaut une victoire si elle se bâtit sur la trahison ? Malheureusement, dans plein de pays, les organisations publiques ou privées ont de plus en plus recours à vous. À cause d'elles, la gangrène ne cesse de se propager et désormais, on ne peut plus vraiment faire confiance aux gens, tant les surprises sont nombreuses. Oui, confiance, vous savez ce sentiment qui fait qu'une personne se fie entièrement à quelqu'un d'autre. Nul n'est parfait et on a tous nos faiblesses. Aimeriez-vous qu'une personne se comporte avec vous comme vous vous comportez avec les autres ? Réfléchissez-y, à bon entendeur. Chers amoureux, vous qui éprouvez l'un envers l'autre ce sentiment d'affection, de tendresse et d'attachement, vous embaumez nos cœurs. Ce sentiment si intense, qui envahit tout notre être à la vue ou à la pensée d'une personne en particulier, est ce qu'on appelle l'amour. La force la plus puissante dans la vie, et vous en avez les symptômes. Recherche de proximité avec l'autre, palpitations, la gorge qui se noue, tendance à minimiser les défauts de l'autre, modification du comportement, votre réalité qui s'embellit, et plein d'autres encore. Bref, ce sentiment amoureux est essentiel à notre épanouissement physique et émotionnel. Toute forme d'amour a le potentiel de changer le cours de toute une vie, pour le meilleur et pour le pire. C'est pour cette raison que vous devez être prudent face à cela. Que votre amour soit passionnel, romantique, fusionnel ou encore platonique. Ne dit-on pas que l'amour rend aveugle ? C'est en cela que vous devez faire la part des choses, tout en sachant qu'il ne se contrôle pas. Là est la problématique. Cultivez l'amour que vous avez envers l'autre, comme si c'était une rose dont vous avez l'engagement d'arroser, et surtout de prendre soin d'elle, tous les jours de votre vie, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige. Vous constaterez que si vous arrosez cette rose avec un tuyau non percé, celle-ci se développera en bonne et due forme, que si vous l'arrosez avec un tuyau plein de trous. Comprendra qui pourra. Enfin, tendres inséparables, n'oubliez pas que on est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Que votre amour soit éternel. Bien à vous. Vous, ennemis, qui passez votre temps à vous vouloir du mal, à vous nuire et à vous entredéchirer, il serait temps que vous arrêtiez de vous infliger ces souffrances. De tous les ennemis qui nous entourent, à l'exception de nous-mêmes, car nous sommes notre pire ennemi, celui dont les actes nous font le plus mal est celui qui a été autrefois un ami. William Blake semble dire vrai quand il affirme, et je cite, « Il est plus facile de pardonner à un ennemi qu'à un ami. » En effet, cette citation n'exprime pas la facilité qu'on a à pardonner à un ennemi, comme certains peuvent le sous-entendre, mais surtout de la difficulté qu'on a à pardonner à un ami, tant lui nous aura déçus ou trahis. Un ami qui nous déshonore et ne se montre pas digne de l'estime et de la confiance qu'on lui porte sera bien plus difficile à pardonner qu'un ennemi que l'on aura identifié. Ici, identifier est le mot-clé.
De cet ennemi, on n'attend plus rien de noble, et il ne peut nous tromper, car il correspond à l'image, bien que négative, qu'on a de lui. Le souci dans cette vie est que nos ennemis, on ne peut tous les identifier. De même, une personne que l'on croit être notre ennemi peut s'avérer être une personne qui nous veut du bien. Là est toute l'ambiguïté, et cela entraîne de nombreux mea culpa, souvent irrémédiables. D'où l'importance de faire attention à ses fréquentations. Nelson Mandela disait « Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi, et cet ennemi devient votre associé. Encore faut-il vous discerner. À bon entendeur. » Vous, séducteur, dont l'envie est de susciter délibérément une admiration, une attirance, voire l'amour d'un ou de plusieurs individus, pourquoi éprouvez-vous constamment ce besoin de vivre à travers le regard des autres ? Séduire est une chose qui vous plaît même lorsque vous n'en avez ni vraiment envie, ni vraiment besoin. C'est une sorte d'hygiène de vie pour vous. Peut-être parce que vous êtes sociable, ouverts aux autres, que vous aimez échanger, entrer en relation. Tous ces éléments font que vous donnez envie d'être mieux connu et attirer l'attention sur vous. On ne dit pas que la séduction est une mauvaise chose, loin de là, mais à chaque grandeur sa mesure. Qu'il y ait régulièrement jeu de séduction avec son ou sa bien-aimée, on veut bien, mais ceux et celles qui sont sans cesse en train de vouloir plaire à monsieur ou madame tout le monde, c'est à eux que je m'adresse. Êtes-vous au moins conscient que vouloir plaire à tout le monde est égal à vouloir plaire à n'importe qui ? On pariera que beaucoup d'entre vous ont un problème d'ego ou simplement un manque de confiance en eux qui les pousse à se rassurer de la sorte. Séduisez une personne qui vous motive réellement, avec qui vous vous projetez loin. Si la personne en question, séduite, fait déjà partie de votre vie, arrêtez-vous en à elle et continuez à maintenir cette vibration. Rien ne sert à rechercher si l'herbe est plus verte ailleurs, en d'autres termes, à conquérir d'autres territoires, fasciner d'autres proies ou subjuguer d'autres auditoires. N'étant pas sûr de votre valeur, vous, séducteur, avez besoin d'être rassuré en permanence, qui plus est, en mettant la barre de plus en plus haute. En ce sens, vous ne pouvez être fidèle car chaque conquête est un nouvel exploit et renoncer à conquérir serait un peu comme renoncer à vivre. Avec de la volonté, on arrive à tout. Donc faites les bons choix. À bon entendeur. Cher mannequin, vous qui posez ou s'exposez pour valoriser les produits de l'industrie de la mode, par pitié, faites attention à vous. Le milieu de la mode est un milieu cruel et sans scrupules. Il est vrai que beaucoup d'entre vous ont un joli visage. Qui plus est, vous avez un physique qui prête à cette profession. Mais beaucoup d'entre vous ne vous rendez pas compte des rouages du lobbyisme de la mode. Ils vous veulent toujours plus disponible, toujours plus jeune, toujours plus beau, toujours plus blanc et surtout, toujours plus maigre. Pour vous manipuler afin de servir leurs intérêts, ils vous promettent monts et merveilles, vous jurent que vous pouvez toujours compter sur eux dans votre parcours professionnel et vous donnent énormément de conseils qui risqueront de nuire à votre santé si vous les suivez afin de booster votre carrière. En d'autres termes, ils vous vendent du rêve, même si vous goûtez à quelques illusions, et vous détruisent autant physiologiquement que psychiquement. En conséquence, vous voilà désormais avec des troubles de conduite alimentaires, des dépressions sévères, des psychoses, ou encore des problèmes d'addiction. Heureusement qu'une masse d'entre vous anticipe sur ces effets et pèse le pour et le contre avant de prendre de sages décisions. Il n'empêche que ce diktat doit cesser, et chacun doit lutter comme il le peut. Malheureusement, tout le monde le pense, mais très peu agissent. Comme le dit Benjamin de Lesser. Une grande pauvreté d'action se trouve souvent jointe à la plus grande richesse de parole. Bien à vous. Vous, célébrité, dont la réputation, la renommée s'étend au loin, vous bénéficiez d'une grande notoriété et attirez l'attention du public et des médias. Sachez donc en faire bon usage. Étant connu par beaucoup de personnes, il est de votre ressort de servir de bel exemple, car triste est de constater que nombre d'entre vous se laissent charmer par le narcissisme, l'égocentrisme, l'égoïsme, la mégalomanie, l'ingratitude et d'autres noms péjoratifs de même style, sans compter les caprices qui vont avec. Vous vous devez de servir de modèle pour les gens qui vous suivent, être en quelque sorte des prêcheurs dictant la bonne conduite. Or, si la plupart sont dans cette optique, d'autres véhiculent une très mauvaise image d'elles dans le seul but de faire parler d'elles. Que ce soit en bien ou en mal, tant qu'on parle d'elles, cela leur convient. Cette façon de penser est méprisable. On retrouve ce genre de personnalité chez énormément de célébrités du show business, prônant le culte des apparences et l'argent comme religion.
Vous devez sûrement savoir que le cerveau humain est une pâte à modeler et que l'on peut lui faire prendre la forme que l'on souhaite. En étant une célébrité, vous avez la capacité de modeler le cerveau de votre public et si sincèrement vous tenez à lui, vous ne pouvez pas vous permettre de diffuser une mauvaise image de vous. Si vous le faites, surtout délibérément, vous êtes dans ce cas des ingrats. Souvenez-vous toujours que l'estime vaut mieux que la célébrité, la considération vaut mieux que la renommée. À bon entendeur. Vous, riche, qui possédez une fortune ou des biens importants, au détriment des autres, sachez que dans cette vie, vous avez un rôle déterminant à jouer. Vous qui êtes détesté par beaucoup de personnes, principalement à cause de votre fortune et surtout sur comment vous l'avez obtenue, il vous faut désormais plus que tout redistribuer vos richesses. Dans un monde où plus de 2/3 de la population vit dans la pauvreté, vous ne pouvez plus rester là les bras croisés, sans rien faire. Ayant la capacité et les moyens d'agir, vous vous devez d'être les principaux acteurs du changement. Or, vous faites complètement l'inverse. On dirait que plus les gens s'appauvrissent, plus vous vous enrichissez. Victor Hugo disait d'ailleurs à ce titre, et je cite, « C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches ». Fin de citation. Aujourd'hui, le but ultime de la richesse est d'être reconnu, et cela vous coûte très cher. Qu'on soit riche, chômeur ou retraité, en se retirant de la vie active, on perd un ingrédient essentiel de l'existence, une place dans la société. Pour ce faire, il est donc nécessaire de s'occuper. Au lieu de vous suffire à étaler vos richesses avec des pratiques ostentatoires mettant en avant l'effet de comparaison sociale, mettez plutôt l'accent sur la philanthropie, la vraie. En même temps, quoi de plus gratifiant pour un riche qui a passé sa carrière dans le monde des affaires, souvent brutal et implacable, que de se retrouver tout à coup aux côtés de quelques enfants pauvres et malheureux, et de pouvoir, par un coup de baguette magique, changer le cours de leur vie en leur donnant l'accès aux soins et à l'éducation dont ils sont privés. À bon entendeur. Cher craintif, que vous craigniez quelque chose ou quelqu'un, un sentiment ou un événement à venir, arrêtez d'éprouver ce sentiment de peur et d'appréhension. C'est vrai, la crainte de Dieu impose le respect, mais vous, les personnes craintives, ne l'inspirez pas. Pourquoi vous doutez toujours de vos capacités? N'avez-vous pas assez confiance en vous au point de vous considérer comme vaincu d'avance? Apprenez à surmonter vos peurs, soyez courageux et audacieux. Et même si la crainte peut se définir par l'inquiétude à propos des certitudes telles que la vieillesse ou la mort, ou à des événements incertains en causalité avec la vie de chacun, n'oubliez pas que le courage et la capacité à faire face à nos craintes, que celles-ci proviennent de la paresse, de la honte ou encore de la confusion. La première étape pour avancer, c'est de reconnaître ces peurs. Ne pas les fuir, ne pas les ignorer, juste les regarder en face. Interrogez-vous. D'où viennent-elles? Que signifient-elles? Qu'est-ce qu'elles révèlent de vous? Faites une auto-évaluation honnête, puis dédramatisez. Prenez du recul, mettez de la distance entre vous et ce qui vous paralyse. Parce que quand on commence à relativiser ses peurs, on commence à se libérer. Et souvent, c'est par la parole que ça passe. Parler, ça soulage. Parler, ça libère. Et une fois ce poids posé, il ne reste plus qu'à faire un pas, un vrai. Un pas vers la paix, vers soi, vers l'autre. Comme le dit Michael Moore, l'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Voilà l'équation. Alors mieux vaut dire les choses avant qu'elles ne nous détruisent. Bien à vous. Vous, récalcitrant, qui résistez avec entêtement aux pensées et décisions des autres, qu'est-ce que vous êtes têtu? Pourquoi montrez-vous un attachement obstiné à vos opinions, à vos décisions? Soyez un peu ouvert d'esprit et arrêtez de voir le mal partout. Les gens ne vous parlent pas tous avec l'intention de vous causer du tort. Peut-être qu'ils essayent tant bien que mal de vous faire partager leur façon de voir les choses. Ils n'exigent pas de vous que vous approuvez leur vision, mais simplement que vous la compreniez et la preniez en considération. Ni plus ni moins. C'est sûr que sur le moment, vous êtes borné, ne voulant écouter personne. Mais pourquoi toujours attendre qu'il soit trop tard pour vous apercevoir que vous aviez peut-être tort de penser autrement et surtout d'être bloqué sur vos opinions? On dirait que vous aimez vous faire du mal et ce, inutilement. De plus, vous avez de la chance d'être entouré par des gens qui, forts de leurs expériences, vous donnent d'excellents conseils dans différents domaines. Vous devriez leur en être reconnaissant au lieu de vous fier à cet adage qui dit qu'on apprend toujours de ses erreurs. Certes, c'est vrai, mais quand on peut les éviter, c'est encore mieux. Donc, récalcitrant, arrêtez de vous comporter de la sorte, même s'il faut reconnaître que tout le monde ne nous veut pas du bien non plus.
Et c'est à ce juste titre qu'il faut toujours faire attention à ces relations, en espérant votre évolution, et ce dans le bon sens, proche, à bon entendeur. Chers audacieux, dont le tempérament ne connaît ni obstacle, ni limite à oser les actions difficiles, il nous manque de plus en plus de gens comme vous. Dans ce monde où plus personne n'ose plus rien dire ou faire pour éviter d'aller à l'encontre de la morale sociétale et des mœurs, on peut vraiment dire que vous ne manquez pas d'audace. La liberté d'expression, peu importe la forme qu'elle prend, vous tient à cœur. Dans nos sociétés, force est de constater que ce sont toujours un petit nombre d'individus, que certains appellent élites, qui dictent les règles et imposent les normes. Quand ils ont décidé telle chose, tout le monde doit s'y atteler, même si au fond, tous ne sont pas d'accord. Mais ceux-là ne contesteront pas plus que ça. Ceci est valable aussi bien dans les régimes totalitaires que dans les soi-disant démocraties. Donc forcément, quand il y a contestation, les gens sont soit réduits au silence, soit réprimandés, ou tout simplement stigmatisés ou pointés du doigt. Si la crainte s'oppose à l'audace, vous les audacieux, voyez les obstacles comme des challenges, contrairement aux craintifs qui, eux, se considèrent vaincus d'avance quand ils surviennent. Il faut savoir que l'audace n'est pas une question de moyens ou de cerveau, c'est avant tout une question de force intérieure, et ça, très peu de gens le savent. La clé du succès consiste à passer à l'action, à franchir chaque étape qui se présente à nous. C'est ce que vous savez si bien faire. Pour les plus craintifs, comme l'a dit Martin Luther King, il n'est pas nécessaire de voir l'escalier tout entier monter simplement la première marche. Bien à vous. Vous, mythomane, qui manipulez de manière abusive les gens en leur annonçant de façon délibérée des faits contraires à la vérité, vous m'inquiétez. Tout le monde en âge de s'exprimer, ment ou a déjà menti dans sa vie, et ce, pour toutes sortes de raisons. Donc, on a tous déjà manipulé quelqu'un. On parle de manipulation, car le mensonge en est une forme, qui vise à faire croire ou faire faire à l'autre ce qu'il n'aurait pas cru ou fait s'il avait su la vérité. On déguise notre pensée dans le but de tromper, qui est en soi un acte malhonnête. On considère parfois que la parole et plus généralement le langage ont pour fonction d'exprimer sa pensée. Cependant, l'existence du mensonge rend évidemment cette fonction problématique, car paradoxalement, pour beaucoup de philosophes, la parole a été donnée à l'homme pour cacher sa pensée. Bref, le souci, vous, mythomane, est que vous avez besoin qu'on vous admire pour que vous vous sentiez exister. Un besoin de valorisation narcissique qui peut cacher un manque de confiance en soi et surtout une défiance profonde due à votre histoire personnelle. Une vie de mythomane n'a rien de facile. Pour rester dans votre monde fantasmatique qui vous protège de la dureté du réel, vous devez en permanence briser les liens noués, à la faveur de votre errance mentale et géographique. Car, il faut bien le rappeler, le pire pour un mythomane est d'être confronté à son mensonge et perdre ainsi sa raison d'être. Sans oublier que vous ne vous reconnaissez pas comme étant malade. Seul espoir de guérison, l'expertise d'un psychiatre, en espérant sincèrement votre rétablissement proche, à bon entendeur. Cher peuple d'Afrique, vous qui êtes désormais plus que l'ombre de vous-même, vous avez ma compassion. Négligé par le reste du monde, vous voilà livré dans le chaos le plus total. Exploité depuis des siècles, puis maintenant délaissé, il vous faut dorénavant vous reconstruire et panser les blessures du passé. Je sais que cela est difficile, mais c'est un mal nécessaire. Pourtant, autrefois, la gloire et le succès vous souriaient. Vous étiez l'exemple même du progrès et de l'évolution. De la civilisation égyptienne en passant par les peuples bantous, des Yoruba en passant par les Zoulous, vos structures étaient bien organisées dans leur ensemble. Mais voilà, il a fallu l'arrivée des Arabes et des Européens pour foutre en l'air des siècles et des siècles d'us et coutumes. Ils vous ont divisé, au sens propre comme au figuré, afin de mieux vous contrôler, exploiter. Ainsi vint les traites négrières. De la traite orientale à la traite occidentale, jusqu'en développant fortement la traite intra-africaine, toutes ces traites vous ont été fatales. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, en parallèle, vos croyances religieuses primaires ont peu à peu disparu. Beaucoup d'entre vous se sont de gré ou de force convertis à l'islam et au christianisme, ces religions que les Arabes et Européens vous ont imposées au départ. À la fin de ces traites, comme si tout cela ne suffisait pas, et après avoir colonisé vos terres, ils en ont tiré la meilleure des richesses. Malheureusement, même après la période de décolonisation, ce système continue. Officiellement, vous avez des États indépendants. Officieusement, pas tant que ça. Après tous ces siècles d'anarchie,
j'ai quand même l'espoir de croire que vous êtes, peu à peu, en train d'apprendre des erreurs du passé et que votre jeune génération reste l'avenir de votre sort. Cette génération forte, ambitieuse et surtout pleine d'espoir, prête à faire bouger les choses dans le bon sens. En espérant que le temps puisse vous redonner votre gloire d'antan. Bien à vous. Vous, superficiel, qui ressentez un besoin d'attention exagéré, pourquoi essayez-vous toujours de vous mettre en valeur, de séduire, ou simplement d'attirer le regard ou la compassion? Votre besoin à tout prix de plaire est excessif. De plus, vous comporter de la sorte est synonyme d'égoïsme puisque vous voulez toujours vous assurer que vos besoins soient comblés en priorité, au détriment de ceux d'autrui. Le superficiel est la couche supérieure de l'être, soit le paraître, le déguisement, le masque et tout ce qui s'ensuit. En d'autres termes, tout ce que vous mettez, faites et dites pour qu'en apparence vous vous sentiez bien dans un rapport vis-à-vis des autres. Sans compter que vous accordez une importance capitale à l'apparence physique, à la beauté, aux soins et au matériel. Sans doute, tout le monde a un côté plus ou moins superficiel. Mais quand les détails ou l'apparence prennent le pas sur les choses plus importantes, on sombre dans le ridicule. Ce qui est dérangeant quand on a pour habitude de parler à certaines personnes, c'est de se rendre compte que celles-ci manquent de profondeur, sans forcément se cacher sous une carapace. Cela en devient même inquiétant. Milan Kundera disait autrefois, et je cite, « Le souci de sa propre image, voilà l'incorrigible immaturité de l'homme. » Fin de citation. Apprenez donc de temps en temps, vous superficiels, à être des êtres simples, ça ne vous fera pas de mal. Essayez, vous verrez. À bon entendeur.